Bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs de Live Doctors. Nous sommes aujourd'hui en compagnie du professeur Greenberg, Michael Greenberg. Bonjour monsieur. Bonjour. À l'hôpital Jean Verdier, où vous avez l'amabilité et la gentillesse de nous recevoir dans votre service, et là nous sommes dans votre bureau. Vous êtes chef de service de médecine de la reproduction et préservation de la fertilité. Vous avez une biographie conséquente, permettez-moi au moins d'en citer quelques items. Ancien interne des hôpitaux de Paris, ancien chef de clinique, vous êtes gynéco-obstétricien, andrologue, et vous êtes aussi docteur en biologie. Et vous êtes aujourd'hui reconnu comme le spécialiste des problèmes de cancer et de fertilité ou oncofertilité. Pourriez-vous nous dire ce que ces termes regroupent? Bien, merci de votre accueil déjà. Alors, l'oncofertilité, c'est un domaine finalement qui est relativement vaste, qui s'est développé avec le fait que les patients guérissent de mieux en mieux de cancer, et notamment les sujets jeunes, et pour qui les questions de fertilité vont se, vont se poser pour ces survivants finalement, ces jeunes survivants du cancer. Donc, l'oncofertilité a pour objectif de s'occuper de toutes les questions relatives à la fertilité, au fait de pouvoir comment devenir parent quand on a été traité d'un cancer, avec notamment les conséquences de ces traitements qu'on connaît qui sont totalement néfastes sur la fonction de reproduction. Aujourd'hui, nous avons un cadre juridique, législatif, précis, qui ne permet pas de faire n'importe quoi, mais qui en même temps s'inscrit dans le cadre de ce plan cancer et qui vous permet de proposer un certain nombre de solutions. Alors c'est vrai que le plan cancer est venu finalement concrétiser des démarches qui avaient déjà été entreprises de développer l'oncofertilité, à la fois masculine et féminine. Et j'aurais tendance à dire que le plan cancer est venu en quelque sorte entériner et appuyer sur cette thématique pour montrer l'importance que ça pouvait avoir dans la prise en charge des patients atteints de cancer. Finalement, de se projeter dans l'importance de la qualité de vie de ces patients, et en particulier des sujets jeunes. Alors en pratique, dans ma consultation, je reçois une femme qui est atteinte d'un cancer, mais qui souhaite aussi avoir des enfants. Je vais vous l'envoyer. Qu'est-ce que vous allez lui proposer? Comment va se passer votre consultation? Alors, la consultation, elle reste assez. Il faut se remettre un peu dans le contexte et la difficulté de la situation. C'est une femme qui vient d'avoir un diagnostic de cancer récent, à qui on va demander très rapidement, parce que c'est fondamental pour nous de pouvoir proposer des techniques qui sont mises en place avant les traitements anticancéreux. Donc immédiatement après son diagnostic de cancer, on va lui demander d'aller voir un spécialiste en oncofertilité. Et ce spécialiste va commencer à lui parler de son futur, donc ça projette dans la guérison bien sûr, mais de l'effet négatif de tous les traitements anticancéreux qui va pouvoir y avoir sur cette fonction de reproduction, le fait que ces femmes pourront peut-être ne pas devenir des mères génétiques en transmettant leur génétique du fait de la toxicité des traitements, on y reviendra sans doute, et on va leur dire, bon ben voilà, cancer, survie probable, on va essayer de vous proposer, si vous le voulez, de mettre de vos ovules ou du tissu ovarien de côté pour que si jamais vous étiez ménopausé prématurément par votre traitement, ce qui vous empêcherait d'être enceinte, vous garderez des possibilités, via ce que vous avez déjà mis de côté, de pouvoir vous donner toutes les chances d'être une mère génétique avec vos propres ovules. C'est un fantastique espoir que vous leur proposez. Et en même temps, je sais que dans ce contexte d'annonce de la maladie, cela apporte un espoir supplémentaire. C'est indéniablement un point plus positif pour ces patientes-là, ça c'est absolument démontré. On a des travaux notamment qu'on avait fait avec une psychologue qui s'appelle Rachel Trèves, qui s'était particulièrement intéressée
à l'impact que pouvait avoir cette proposition de préservation de la fertilité chez ces femmes jeunes, et qui avait démontré que les traitements de préservation de la fertilité permettaient à ces femmes d'avoir un vécu de l'ensemble de leur prise en charge des traitements anticancéreux qui se faisait beaucoup mieux, elles étaient beaucoup plus compliantes au traitement parce qu'elles avaient une idée de projection dans une guérison et d'avoir éventuellement des enfants, parce que c'est quand même, pour beaucoup de ces femmes qui sont touchées par ce fléau du cancer, c'est la double peine en fait. C'est le cancer et après en plus l'infertilité. Donc même quand elles se sortent de leur cancer, on va leur dire « mais madame, vous n'arriverez peut-être pas à avoir d'enfant ». Donc c'est un formidable espoir pour ces femmes-là, c'est indéniable. L'oncofertilité peut toucher les hommes comme les femmes, et j'imagine que vous aurez des propositions différentes. Bien entendu, et j'aurais même tendance à dire que la préservation de la fertilité masculine est quelque chose qui s'est développé bien avant le côté féminin. C'est-à-dire que on sait congeler du sperme depuis maintenant plus de 30 ans, et les hommes jeunes atteints de cancer se voient quasiment systématiquement proposer la possibilité de mettre en banque des spermatozoïdes pour pouvoir leur permettre de concevoir dans le futur, même s'ils se retrouvent ce qu'on appelle azoosperme, c'est-à-dire ne plus avoir du tout de spermatozoïdes à l'intérieur du sperme, et donc stérile par ce biais-là. Et cela avant tout traitement de chimiothérapie. Une précision importante. Alors idéalement, on fait avec le timing qu'on nous donne, malheureusement. Idéalement, il est très clair, pour l'homme comme pour la femme, qu'il faut absolument mettre en place ces mesures de préservation de la fertilité avant tout traitement anticancéreux toxique pour la fonction de reproduction. Pour la bonne et simple raison que pour le devenir et les résultats escomptés, on sera beaucoup plus performant dès lors qu'on aura congelé des spermatozoïdes ou des ovules intacts, non atteints par les traitements anticancéreux, que si on intervient après. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est communément admis dans tous les services de cancérologie, d'emblée de penser à ce problème, en tout cas de poser cette question. Alors, c'est censé l'être. Malheureusement, encore aujourd'hui, on sait qu'on a un défaut réel d'information des patientes par rapport à ces problématiques de fertilité, pour tout un tas de raisons qu'on pourra éventuellement développer si vous le désirez. Mais on sait qu'on reçoit sans doute moins de la moitié des patientes. Aujourd'hui, il y a, on va dire, 70% des hommes qui sont adressés, qui sont des candidats potentiels, qui sont réellement adressés en préservation de la fertilité, et sans doute moins de 50% des patientes. Pourquoi ? Parlons-en. Parlons-en. Sans doute parce que c'est quelque chose, en tout cas pour la femme, de beaucoup plus récent. D'autre part, parce que ça va impliquer dans le futur la mise en place de techniques d'assistance médicale à la procréation, quand on congèle des ovules, quand on congèle des spermatozoïdes. Ça veut dire que l'utilisation future ne se fera que par de l'assistance médicale à la procréation. Alors, entre les oncologues qui connaissent pas forcément tout le process, ou qui ont des a priori par rapport à ça, que ce soit des a priori globaux sur l'assistance médicale à la procréation, ou sur les résultats qui sont pas forcément extraordinaires avec ces techniques-là, c'est pas des garanties, et ils ont raison dans ce sens, vont se dire pourquoi éventuellement perdre du temps pour quelque chose qui n'est pas une certitude derrière, et même si c'est important pour la qualité de vie, nous on est dans le traitement de l'urgence, on est dans le vital, la fertilité on verra après. Et il est là tout le problème, c'est que malheureusement on ne verra pas après. Parce que la médecine de la reproduction est extrêmement décevante en termes de résultats quand on a à travailler avec des spermatozoïdes ou avec des ovules qui ont été imprégnés à un moment de leur existence ou de leur fabrication par des traitements toxiques. C'est ce qu'on appelle la gonadotoxicité. C'est exactement ça. Et est-ce qu'il y a des possibilités, des moyens de changer cet état d'esprit ou cet état de fait ? On y travaille tous, nous, médecins de la reproduction. Il y a de plus en plus de communications qui sont faites avec les oncologues, donc ils sont de plus en plus au fait de tout ce qu'on peut proposer aux patientes, au fait de l'importance que ça revêt pour ces hommes et ces femmes,
Et donc, je crois on y arrive. C'est un combat long, mais c'est un combat en tout cas pour la femme qui est relativement récent. Donc on est en train de gagner, qui sera gagné, et pour lequel on va permettre, dès lors qu'on va commencer à avoir des résultats, parce que il faut bien entendu un délai avant la réutilisation, il faut que ces femmes guérissent, donc on ne peut pas avoir de résultats immédiats, on ne peut pas le savoir. Donc dès lors que nos collègues oncologues verront concrètement que ce qu'on propose offre de réelles possibilités à ces femmes-là, et de réelles chances, avec des enfants qui seront nés issus de ces techniques-là, je crois que là, ça fera plus aucun doute pour personne. Et si les demandes aujourd'hui sont pas faites par les oncologues, c'est encore très décevant. Moi, j'ai bien vu la différence entre le moment où j'ai commencé à m'occuper de ça et maintenant. À l'époque, je demandais aux patientes si elles savaient pourquoi elles venaient me voir en consultation, elles en avaient strictement aucune idée. Parce que mon médecin m'a dit de venir, pour faire un examen gynéco, pour faire un frottis. C'était absolument ahurissant. Maintenant, elles savent pourquoi elles viennent. Donc ça veut dire que le travail sur les oncologues euh, paye et ils ont, et je crois que quelque part ça les soulage. Ils ont la possibilité maintenant de dire on va vous faire des traitements, on va vous guérir, il y aura sans doute des risques pour votre fertilité. Je n'y connais pas grand-chose, mais il y a des spécialistes de ça. Donc je vais pouvoir vous adresser à eux, ne vous inquiétez pas, on va vous prendre en charge de ce côté-là. Et ça, c'est un vrai plus en fait. Parce que c'est un vrai plus pour la patiente, c'est un vrai plus pour l'oncologue qui se permet pour lequel la consultation d'annonce est déchargée de quelque chose qui est complexe pour la femme et complexe même pour lui à expliquer. Et du coup, je crois que tout le monde est gagnant avec ces consultations-là. Alors effectivement, ça fait voir un praticien supplémentaire, mais je crois que les femmes sont vraiment, et les hommes d'ailleurs aussi, sont relativement satisfaits de pouvoir avoir accès à ça maintenant. Et ne peut-on envisager une communication grand public, une médiatisation de ce problème qui pourrait peut-être amener à avoir plus d'espoir pour ces patients? Alors, on essaye d'en faire à des échelles variables et il est extrêmement important de jouer sur tous les tableaux. On a encore des patientes qui viennent nous voir parce que ce sont elles qui auront finalement sensibilisé leur oncologue. L'oncologue leur en aura pas forcément parlé. Et puis c'est la patiente qui va leur dire oui, mais moi, et alors, quid du futur, quid de mes enfants après? Et du coup, ça rebascule, ça redraine vers un service de préservation de la fertilité. Mais je crois que c'est un échec pour nous, ça. Quand l'oncologue ne le propose pas, ça vient de la patiente, tant mieux, ça permet de rattraper le coup. Mais ça veut dire quand même que l'oncologue était suffisamment informé ou a mis une barrière qui n'y avait pas lieu d'être, euh, pour des motifs qui sont aujourd'hui difficiles à comprendre, parce que ce qu'on pouvait entendre à l'époque où il pouvait ne pas connaître ce qu'on proposait, c'est-à-dire dire il va falloir, ça va prendre un peu de temps, j'ai pas envie que ça ralentisse l'instauration de mon traitement qui est urgent. On a des techniques qui peuvent se faire en urgence. On peut répondre finalement quasiment à toutes les demandes, que ce soit pour les hommes, avant la puberté, après la puberté, que ce soit pour les femmes, avant la puberté, après la puberté, avec la seule limite pour la femme qu'il faut qu'elle ait moins de 40 ans. Pourquoi moins de 40 ans? Pour la bonne et simple raison que malheureusement, la fonction ovarienne de la femme décline avec le temps, la qualité des ovules aussi, et que comme il faudra recourir à des techniques d'assistance médicale à la procréation, avec ces ovules qui auront été congelés, malheureusement, ces techniques sont extrêmement piètres en termes de résultats dès lors qu'on s'adresse à des femmes de plus de 40 ans. Et, pardon, si je reviens sur ce point, vous avez aujourd'hui la possibilité d'aller rapidement intervenir avant l'instauration d'un traitement, même si ce traitement est urgent. Il est exceptionnel qu'on ne puisse pas intervenir avant. Il y a quelques cas très rares, il y a quelques cas rares, représentés notamment par les leucémies aiguës, quand il y a un pronostic vital immédiat qui est mis en jeu, là il n'y a pas le choix, ok. Donc, mais pour la plupart des cancers du sujet jeune, on a la possibilité de discuter des traitements qui vont se faire pour nous en termes de préservation de la fertilité. Des fois, si on n'a que 48 heures, 24 heures, on peut encore faire des choses. C'est magnifique et c'est très important de le dire. Et en tout cas, Live Doctors diffusera largement cet espoir supplémentaire. Merci à vous. Nous allons continuer avec
la liste des propositions que vous allez donner à ces femmes qui viennent vous voir. On a bien compris que pour les hommes, c'est plutôt standardisé, mais pour les femmes, il y a plus de possibilités. Alors, on va revenir juste, si vous êtes d'accord, quelques secondes sur les hommes, parce que je crois que c'est important aussi. C'est vrai que c'est relativement standardisé. C'est le prélèvement de sperme par masturbation chez un homme après la puberté. En général, on arrive à récupérer en 1 ou 2 recueils de sperme de quoi se mettre entre guillemets à l'abri de ne pas pouvoir lui proposer dans le futur de techniques d'assistance à la procréation. Donc avec ça, normalement, on y arrive. Ceci étant, on a quand même un certain nombre de patients qui, du fait de la maladie, du fait de la fatigue, ne peuvent pas faire ce recueil, ou ont un recueil avec un sperme qui est déjà altéré, soit parce qu'il l'était antérieurement, soit parce que la maladie a déjà impacté sur le fonctionnement des testicules, qui fait que ces hommes-là auront un sperme très dégradé, voire pas du tout de spermatozoïdes. Donc on peut même dans l'urgence aller proposer à ces hommes des prélèvements chirurgicaux de spermatozoïdes dans l'urgence pour pallier au déficit de recueil de spermatozoïdes via la masturbation. Et le deuxième point pour la préservation de la fertilité masculine, c'est les enfants, et c'est tout ce qui se passe avant la puberté. Il y a des énormes travaux qui sont en train d'être faits pour essayer de permettre à des enfants avant la puberté de pouvoir bénéficier de recueils chirurgicaux de tissus testiculaires. Donc c'est du tissu testiculaire qui ne contient pas de spermatozoïdes puisqu'ils ne sont pas pubères, mais en revanche qui permettra dans le futur de pouvoir, à partir des cellules souches, produire des spermatozoïdes matures, aptes à féconder un ovule. Ce qui permettra dans le futur à ces enfants, 20, 30 ans après, 40 ans après, de sans doute pouvoir avoir des enfants. C'est des voies de recherche extraordinaires avec déjà des premiers résultats qui ont été obtenus chez l'animal où on est capable de faire tout ce processus de spermatogénèse in vitro à partir de cellules très très précoces qui sont présentes dans le tissu testiculaire prépubère et de les amener jusqu'à un spermatozoïde adulte mature. Extraordinaire, c'est de la science-fiction. Quasiment. Extraordinaire. Et quelle est l'étape d'avancement de ces travaux? Vous nous avez dit qu'il est... Alors ces avancées, elles sont permanentes et elles sont assez spectaculaires. Il y a le pendant chez la femme aussi qui est beaucoup plus compliqué, mais chez l'homme, on a quand même bon espoir d'ici 5 ans de maîtriser la technique. Alors bien sûr, on n'aura pas nécessairement le recul sur les enfants issus de ce qu'on fera, mais en tout cas, pour des enfants qui auront congelé à l'âge de 4-5 ans, ils ont 30 ou 40 ans devant eux, donc on saura faire, à n'en pas douter. Extraordinaire. Et donc pour les femmes? Pour les femmes, la femme est un être complexe, bien plus que l'homme. Donc, c'est ce qui en fait d'ailleurs son charme. C'est ce qui fait tout son charme. Et cette complexité se voit notamment au niveau ovarien. Et au niveau ovarien, toute la problématique réside dans la complexité extrême du processus de ce qu'on appelle la folliculogénèse, qui est la capacité d'un ovule qui est contenu dans ce qu'on appelle un follicule, le follicule étant une espèce de poche d'eau qui contient l'ovule, de partir d'un follicule très très immature pour l'amener à maturité. Tous les mois, il n'y en a qu'un seul qui arrive à cette maturité, qui sera l'ovule qui sera ovulé au final. C'est une lutte en fait. C'est une lutte. Comme pour les spermatozoïdes d'ailleurs. Enfin, sauf que pour les spermatozoïdes, c'est une lutte, ils sont plusieurs milliers, il n'y en a qu'un qui va féconder. Voilà. Et là, il y en a qu'un qui sort. Ouais, donc c'est déjà une lutte avant. On a aujourd'hui des possibilités techniques de permettre à des femmes, c'est ce qu'on utilise au quotidien en assistance médicale à la procréation, en administrant des hormones, on est capable de booster un phénomène pour permettre d'avoir non pas un seul ovule qui arrive à maturité, mais plusieurs. Ce qui permet de récupérer 3, 4, 5, 10, 15 ovules d'un coup en fonction de la réponse de la femme. Ça nécessite des traitements hormonaux par des injections quotidiennes et ça nécessite une quinzaine de jours, entre 12 jours en moyenne. On est désormais capable de proposer ce type de choses à des femmes atteintes de cancer avant qu'elles aient leur chimiothérapie
pour pouvoir leur permettre de congeler des ovules matures, directement congelables, en l'état, qui seront, si on en a besoin dans le futur, décongelés et qui seront aptes à être fécondés par un spermatozoïde, pour donner un embryon et éventuellement une grossesse derrière. On peut également, pour les femmes qui le désirent, qui sont en couple, et qui désirent congeler pas des ovules mais congeler des embryons, on peut faire cette étape de fécondation in vitro tout de suite après le prélèvement des ovules pour pouvoir congeler des embryons qui seront ultérieurement réchauffés, décongelés, pour pouvoir être utilisés. Pendant très longtemps, on a maîtrisé beaucoup mieux la congélation des embryons que celle des ovules, ce qui n'est plus vrai maintenant. Donc on assiste maintenant à un énorme basculement vers la demande de congélation ovocytaire, donc des ovules, versus la congélation embryonnaire. Pour la bonne et simple raison, outre le fait qu'il y a beaucoup de femmes qui sont encore célibataires, et donc elles n'ont pas de partenaire avec qui féconder ces ovules, parce que la loi française stipule que si on a congelé des embryons avec un partenaire, on ne pourra les utiliser qu'avec l'accord du partenaire. Donc si, en d'autres termes, s'il y a une séparation du couple, ce qui n'est jamais à exclure, en particulier chez des femmes atteintes de cancer, on sait qu'il y en a plus, s'il y a séparation, il y aura une perte de la possibilité pour ces femmes-là d'utiliser leurs embryons. C'est une loi restrictive. C'est extrêmement restrictif. Sur laquelle, j'imagine, vous essayerez d'intervenir, en tout cas de la modifier. On va avoir beaucoup de mal par rapport à ça, car c'est quasiment une loi qui existe partout. Je crois que dès lors qu'un conjoint a donné son accord pour féconder des ovules, s'il n'y a plus de projet, il est en droit de se retirer. On est sauvé maintenant en quelque sorte par le fait de pouvoir congeler des ovules Voilà, donc c'est ça. avec les mêmes résultats. L'alternative aujourd'hui, c'est la congélation. Donc elle est très claire et elle est beaucoup plus simple pour tout le monde, et aujourd'hui ça devient exceptionnel pour nous de congeler des embryons. Donc ça, c'est la première étape qui est la première possibilité technique qui constitue finalement le gold standard pour nous, qui est une stimulation ovarienne. C'est le gold standard en termes de préservation de la fertilité. Stimulation ovarienne, congélation d'ovules, pour utilisation ultérieure en fécondation in vitro, où les ovules seront, les embryons ainsi constitués seront replacés dans l'utérus en croisant les doigts que la grossesse prenne. Juste un mot sur comment se fait un prélèvement d'ovules. Le prélèvement d'ovules se fait sous contrôle échographique par les voies naturelles, donc c'est par voie vaginale. C'est une procédure qui est relativement simple, qui peut se faire sous anesthésie locale ou générale, où on va être amené à ponctionner, mettre une aiguille au travers de la paroi vaginale, qui va rentrer dans l'ovaire, pour aller aspirer le liquide qui contient les ovules. Donc les ovules qui auront été au préalable stimulés par les hormones. Technique relativement simple. Relativement simple. Et indolore, ou quasiment indolore. Voilà, qui se fait relativement bien sous anesthésie locale. Certaines patientes, parce qu'angoisse, ou parce que des fois des prélèvements sont compliqués, ils peuvent l'être quand il y a des pathologies médicales associées, type endométriose ou autre, on peut être amené à faire des anesthésies générales. Autre motif d'anesthésie générale, les patientes pubères mais encore vierges, pour qui on se voit mal aller faire un prélèvement par voie vaginale quand il y a encore de la virginité. En revanche, c'est des patientes qui peuvent très bien être candidates à une stimulation ovarienne et une préservation de la fertilité puisqu'elles sont pubères. Puisque cette stimulation ovarienne aujourd'hui ne peut s'envisager en l'état actuel des connaissances que chez des jeunes filles qui ont déjà initié leur puberté. Donc après 12 ans, on va dire. On a en parallèle de ça des techniques qui peuvent se proposer pour les jeunes filles justement qui ne sont pas encore pubères, ou pour des patientes qui ne vont pas pouvoir bénéficier de cette stimulation ovarienne, faute de temps, parce qu'elles n'ont pas les 12 jours requis, ou du fait des conséquences de la stimulation ovarienne. La stimulation ovarienne va s'associer à un taux hormonal dans le sang d'hormones qui s'appellent les oestrogènes, qui vont largement dépasser les valeurs physiologiques. Donc on va être de 5 à 10 fois la norme, ce qui peut être problématique dans un certain nombre de cancers, qui sont des cancers hormonodépendants, type cancer du sein, cancer de l'endomètre, de l'utérus, et dans 2-3 autres pathologies cancéreuses, mais principalement le sein et l'endomètre. Pour ces femmes-là, chez qui on ne peut pas proposer de stimulation ovarienne,
on a cette alternative qui est une alternative de congelé du tissu ovarien. C'est quelque chose qui est plus lourd nécessairement, qui induit la réalisation d'une célioscopie, un prélèvement chirurgical vrai, on va dire, avec l'introduction dans le ventre d'outils, de trocars, qui vont permettre de prélever tout ou partie d'un ovaire, en vue de congeler la partie la plus périphérique de cet ovaire qui contient les ovules. les ovules. Ouais, les ovules sont contenus dans cette portion périphérique de l'ovaire. L'objectif de ça, ça va être de regreffer ultérieurement, si la femme a son ovaire résistant qui n'est plus fonctionnel, détruit par la chimiothérapie, elle pourra bénéficier d'une greffe ultérieurement de ce tissu ovarien qui sera replacé en général au même endroit dans le ventre, au niveau du pelvis, et qui va permettre une reprise à minima finalement de cette fonction ovarienne avec une production hormonale naturelle, physiologique, et avec la constitution d'ovulation et des possibilités de grossesse naturelle. C'est une technique, ce prélèvement de tissu ovarien, avec greffe ultérieure, qui est aujourd'hui encore considérée comme expérimentale. Oui, j'allais vous poser la question. Aujourd'hui, le recul n'est pas très important. Le recul n'est d'une part pas très important, et donc ça a des conséquences en termes de résultats de la greffe, et en termes même de devenir des enfants. En termes de résultats de la greffe, aujourd'hui, il y a 70 enfants qui sont nés à ce jour en 2016, issus de greffes de tissu ovarien, sur un nombre assez mal estimé de greffes réalisées. Donc les taux de succès, pour les plus optimistes, seraient de l'ordre de 20% de succès, mais ça pourrait être moins que ça. Toujours est-il que ça reste expérimental, avec ces 70 enfants qui sont nés. Premier enfant né en 2005, 2004-2005, donc on n'a quand même pas beaucoup de recul sur tous ces enfants-là non plus. Ça c'est sûr qu'en termes de devenir, de développement de ces enfants, même si on n'est pas très inquiet, on ne peut pas dire qu'on ait un recul extraordinaire. Et sur les 70, avec des grossesses normales et des enfants qui n'ont pas de problème. Aujourd'hui, aucun problème identifié à proprement parler pour ces jeunes femmes qui ont conçu, que ce soit naturellement ou aidées par de l'assistance médicale à la procréation, après une greffe de tissu ovarien. Aujourd'hui, on n'a rien dépisté de particulier. Donc ça, c'est une piste d'avenir, j'imagine, sur laquelle vous travaillez. C'est une piste d'avenir sans doute, parce qu'elle est bien sûr intéressante, parce qu'elle permet quand même à des patientes d'avoir une production ovarienne, enfin un fonctionnement ovarien quasi normal, avec possibilité de production hormonale, donc pas nécessité d'un traitement hormonal substitutif, comme beaucoup d'autres femmes, des possibilités de grossesse naturelle, parce que quand on congèle des ovules, c'est nécessairement pour une utilisation en assistance médicale à la procréation. Donc on a aujourd'hui des vraies pistes à creuser pour essayer de développer absolument ce prélèvement de tissu ovarien. Ça, c'est indéniable. Et surtout aujourd'hui, avant la puberté, c'est la seule technique qui soit possible. Donc c'est vrai que pour des enfants, les premiers prélèvements peuvent être faits à l'âge de 2-3 mois déjà. Donc on a du tissu prépubère qui sera utilisé dans le futur et qui, je pense, permettra d'envisager des grossesses à n'en pas douter. En fait, c'est le pendant de ce que vous proposez pour les hommes. C'est exactement la même chose, si ce n'est qu'on pense quand même que le fonctionnement ovarien reste encore plus complexe et on est un petit peu plus éloigné. Parce que quand même, la grande différence, c'est que chez l'homme, a priori, en l'état actuel des choses, il n'est pas question de regreffer la pulpe testiculaire. Il sera question de développer des gamètes in vitro, tout au laboratoire. Là, il y a une piste. Aujourd'hui, l'utilisation du tissu ovarien se fait principalement après greffe. Donc on replace le tissu directement et il reprend une fonction quasi normale. On a quand même un problème... Le distinguo est important à préciser. Sûr. Il est d'autant plus important que ça ne va pas s'en poser de problème, cette greffe, et notamment dans certaines pathologies type leucémie, où on sait qu'on a des risques d'avoir prélevé du tissu qui est porteur de cellules tumorales. Et donc on peut se dire qu'il y a un risque de réintroduire de la pathologie au moment où on va faire cette greffe chez une femme qui est guérie depuis plus ou moins longtemps, de prendre un risque de réintroduction de cellules malignes. Et de fait, il y a des voies de recherche finalement qui vont s'apparenter, celle-là très directement à ce qui se passe chez le petit garçon, qui vont consister à faire de la folliculogénèse in vitro, de faire toutes ces étapes de développement sans avoir du follicule depuis le stade le plus précoce jusqu'au stade mature,
pour permettre de tout faire sans avoir à regreffer le tissu ovarien et donc de ne pas prendre de risques, en particulier dans les situations qui en comportent le plus, pour ces femmes. Il existe une troisième technique. Il existe effectivement une troisième technique qui aujourd'hui est finalement comme le prélèvement de tissu ovarien considéré comme expérimental, qui va consister à prélever des ovules sans stimulation ovarienne. On va ponctionner les ovaires exactement comme on le faisait chez la femme qui a reçu une stimulation ovarienne pour prélever des ovules, on va dire partiellement immatures. Et on va être capable, à partir de ces ovules, de les faire maturer in vitro au laboratoire en 24-48 heures pour les amener à maturité. Exactement la même chose que ce qui est fait avec la stimulation ovarienne. C'est extrêmement intéressant pour les femmes qui ne peuvent pas bénéficier de stimulation, du fait soit d'un temps restreint, soit d'une impossibilité de les imprégner par des hormones. Donc on peut avoir cette technique qui va venir éventuellement en complément du prélèvement de tissu ovarien, les deux techniques pouvant s'associer. Elles pourront être proposées toutes les deux avec des chances de succès indéniables. Aujourd'hui, la maturation in vitro, qui a été proposée notamment chez des femmes infertiles, a permis de conduire à aujourd'hui 6000 enfants qui sont nés issus de cette technique, chez des femmes hors cancer, chez des femmes infertiles. On sait que ça marche moins bien que la stimulation ovarienne, mais aujourd'hui, il y a des vrais résultats qui ont été obtenus avec cette technique. Est-ce que vous êtes en mesure de nous donner un certain nombre d'indications quantitatives sur toutes ces techniques d'oncofertilité aujourd'hui? Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à avoir une idée de combien sont faits de prélèvements. Il commence à être colligé au niveau national, donc on n'a pas forcément beaucoup d'idées. On sait que, grosso modo, c'est 14 000 patients, hommes-femmes confondus, on va dire moitié-moitié, hommes-femmes, qui sont des candidats potentiels à une préservation de la fertilité chaque année. Si on se dit qu'on en a... C'est un chiffre conséquent. C'est un chiffre vraiment conséquent. Donc il y a les enfants là-dedans, il y a des adultes, mais donc ça représente quand même une grosse quantité de patientes, et là on est strictement sur la France. Donc ça veut dire vraiment une discipline qui va se développer, parce que là on est là aujourd'hui pour parler du cancer, mais ça se développe même au-delà du cancer, dans des maladies même bénignes, qui vont, de par leur histoire naturelle ou du fait des traitements qu'elles vont induire, nécessiter vont pouvoir impacter négativement sur la fertilité. Donc on va être finalement envahi par cette préservation de la fertilité, qui est même d'ailleurs discutée maintenant au niveau sociétal, pour des femmes qui veulent juste repousser leur projet de maternité, qui veulent mettre de côté, sans avoir de motif médical, des ovules, pour pouvoir se donner toutes les chances et finalement devenir un peu l'égal de l'homme en gardant, en ne subissant pas les effets délétères, les effets délétères de l'âge. Mais si on se dit qu'on voit grosso modo 60% des patients, on est sans doute à peu près dans le vrai. En tout cas, nous ici, sur l'hôpital Jean Verdier, je peux vous dire qu'on voit 800 patientes à peu près sur l'année. En oncofertilité. En femmes exclusivement. Pour l'oncofertilité. Pour l'oncofertilité. Ouais, aujourd'hui. Un chiffre conséquent aussi, c'est un chiffre important. C'est un chiffre important. Et pour les hommes, autant? Pour les hommes, un petit peu moins. Alors c'est plus développé. C'est plus développé sur le territoire. Du coup, oui. C'est beaucoup plus séparé. Donc on en voit sans doute un petit peu moins. Vous êtes un centre spécialisé, donc aussi en oncofertilité féminine. Alors il y a du masculin qui est fait par l'intermédiaire des sécos. Donc ça c'est relativement développé. Le sécos. Vous pouvez juste. C'est ce que c'est. Moi je sais ce que c'est, mais c'est peut-être important de préciser. Ouais. C'est un terme qu'on voit régulièrement. Les sécos, en fait, finalement, sont les banques où sont congelés, que ce soit les ovules ou les spermatozoïdes. Ce sont les centres d'études de conservation des œufs et du sperme. Ce sont des entités qui ont été créées sur l'ensemble du territoire pour pouvoir colliger justement les données, pour pouvoir conserver avec des politiques extrêmement strictes quant à la congélation, quant à la restitution, avec des consentements extrêmement pointus et des relances sur les patients avec des prises d'informations et des demandes annuelles du devenir qu'ils veulent donner à tout ce qui a été congelé, donc ce qui permet d'avoir aussi des contacts réguliers avec ces patients. Avec des règles d'éthique extrêmement strictes. Aujourd'hui extrêmement strictes, alors qui sont modulées avec les révisions de loi de bioéthique régulièrement, mais qui sont de toute façon, tout rentre dans le cadre de la loi, ça c'est une certitude. D'ailleurs, vous avez un centre sécos
Ouais. dans votre service. On est Ouais, Secos également. exactement. Ouais. Et donc sur ces 800 femmes que vous voyez, vous avez un recul maintenant, vous avez une... euh, ça fait quelques années maintenant que vous êtes le spécialiste de cette oncofertilité féminine. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez une vision, enfin une vision, vous l'avez d'ailleurs, c'est impressionnant. Est-ce que vous avez un recul et en même temps une projection dans l'avenir? On commence à avoir un petit peu de recul avec ce qu'on fait et on commence à réutiliser avec un certain nombre de succès d'ailleurs pour des femmes et c'est toujours extrêmement agréable de ne plus faire que colliger et stocker mais de commencer à voir les bénéfices et de tirer un peu pouvoir tirer les bénéfices de tout ce qu'on aura proposé à ces femmes, de se dire qu'on n'est plus que dans le stockage. C'est extrêmement gratifiant pour nous et ça nous donne envie De voir ces de, petits bébés. de voir ces bébés J'imagine et qu'on de vous continuer. amène, qu'on vous ramène, Et que vous voyez régulièrement, bien bien sûr. sûr, et ça nous pousse du coup à continuer, à se dire qu'on était vraiment sur la bonne voie en développement finalement cette activité qui prend énormément d'essor, mais qui vaut le coup d'être faite indéniablement. Aujourd'hui, nous avons bien compris l'importance de ce qui se passe en France et les chiffres que vous nous avez donnés. Qu'en est-il sur le plan mondial? Aujourd'hui, la France est finalement relativement bien placée. Elle est dans les pays qui proposent, parce qu'il y a quand même aujourd'hui beaucoup de pays chez qui c'est pas proposé cette préservation de la fertilité. Donc, on est dans le groupe de tête des des pays qui développent cette activité. Ça, c'est une certitude. Maintenant, on a sans doute une marge de manœuvre moins importante parce qu'on a des lois quand même de bioéthique qui sont beaucoup plus restrictives que celles qui peuvent être en vigueur dans d'autres pays. Du coup, notamment sur la recherche, on est beaucoup plus limité dans ce qu'on va pouvoir faire que des pays pour lesquels les lois de bioéthique sont moins importantes, même si elles existent. Hein. C'est pas des pays où on fait n'importe quoi. Les choses sont cadrées, mais cadrées avec sans doute plus de souplesse. Mon cher confrère, professeur Michael Greenberg, merci de nous avoir reçus. C'est une belle rencontre. C'est une belle rencontre pour le médecin que je suis. C'est une belle rencontre pour tout le team de Live Doctors. Et c'est une très belle rencontre pour tous les téléspectateurs qui vont vous suivre et vous revoir avec intérêt. Il y a un adage qui dit que rien de grand ne se fait sans passion. Eh bien, vous en êtes aujourd'hui la démonstration. Et puis, vous êtes un fantastique porteur d'espoir. Et à cet égard, merci à vous. Merci beaucoup. Merci de m'avoir proposé finalement de participer à cette émission parce que je crois que vous faites partie des gens qui vont nous aider les hommes, les femmes, les patients à pouvoir continuer à se projeter vers cet objectif extraordinaire qui est le fait de pouvoir donner la vie. Et indirectement, on a besoin de nous forcément, avec notre passion, on a besoin de gens comme vous pour nous soutenir et donc merci à vous.